Pas un problème. Voilà. Bertine, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre en marche ta caméra? Ok, super. Comment tu vas, Bertine? Je vais bien, merci. Ok, super. Oui. Alors, notre projet, alors, notre prochain intervenant, c'est Bertine. Alors, je me permets de l'appeler Bertine parce que on a été collègues pendant 2 ans à l'Institut africain des sciences mathématiques. Et c'est l'un des rares profils féminins euh, que, que l'on trouve qui soit passé par l'Institut africain des sciences mathématiques. Donc, elle a commencé par avoir une licence à l'université, à l'UNIT en RDC, ce qui est à peu près équivalent à un master chez nous au Congo, ou en maths info. On travaille, je crois, sur les assurances. Juste après, elle a été assistante de recherche à l'université de Kinshasa. Après ça, elle est partie à l'Institut africain des sciences mathématiques d'Afrique du Sud, où elle a travaillé euh, en finance. Et juste après ce master, elle a fait notre master au Ghana en intelligence artificielle. Elle a travaillé un peu plus de 3 ans comme enseignante et assistante de recherche à l'Institut africain des sciences mathématiques du Cameroun, généralement en charge du parcours sciences et données. Après ça, elle est partie en Allemagne faire euh, une recherche, un programme de recherche de 10 mois et actuellement elle est en thèse en Allemagne à l'Université de Tunisie. Mais un peu comme je vous disais hier, c'est un peu grâce à elle, grâce à sa motivation que j'ai eu l'idée de me lancer dans cette aventure d'Inava X parce qu'elle a eu beaucoup de responsabilités comme membre de l'organisation d'Inava X RDC pendant beaucoup d'années et aussi comme membre de l'Inava Général, donc l'organisation plus grande. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'écouter Bertine qui va nous donner une présentation autour de l'IA au cœur de l'imagerie médicale, entre avancées, diagnostic et exigences de transparence. Merci beaucoup, Bertine. Et merci. Je vais partager mon écran. OK, j'espère que vous pouvez voir mon slide. Oui, en fait, OK, d'accord. Merci beaucoup, Dominique, pour m'avoir donné la parole. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et euh, discuter de ces sujets sur l'intelligence artificielle au cœur de l'imagerie médicale. Et aussi, nous allons voir les avancées diagnostiques et aussi voir les exigences de la transparence. Alors, pour commencer, ça, c'est mon plan que je vais suivre. Euh, Nous allons toujours parler de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue le est au cœur de l'évolution parce que nous voyons plusieurs domaines plusieurs différents domaines aujourd'hui l'intelligence artificielle est appliquée. Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans les domaines de médical, il y a aussi une grande révolution parce que grâce au modèle d'intelligence artificielle, nous sommes à mesure, une minute, désolée, je pense que j'ai partagé les mauvais slides.
Oui, je partageais les mauvais slides actuellement. Hmm. This meeting is being recorded. Recorded. Ok, ok, c'est bon. Je peux répondre. Comme je n'arrive pas à voir ça. Désolée, j'ai des slides qui a euh, d'accord, désolée, j'étais en train de partager les mauvais slides. Ok, anyway, c'est pas, je sais pas. Ok, comme je disais, l'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de la révolution dans les domaines de l'imagerie et plusieurs applications euh, sont déjà sur le marché et beaucoup de recherches sont en train d'être faites dans le but de trouver des modèles plus comment dire, performants qui peuvent aussi assister le médecin. Et en ce qui concerne l'évolution aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, le, le modèle, il y a des modèles qui sont capables de détecter les pathologies, de faire des segmentations, de trouver même et détecter les lésions même le plus fin et aussi même la génération de rapports médicaux, c'est maintenant possible avec les modèles d'intelligence artificielle. Alors, qui est vraiment le domaine le domaine médical en général et les domaines médicaux en particulier, il y a vraiment une grande explosion des données. En ce qui concerne, que ce soit les tests, les images ou bien les données épidémiologiques de la population ou bien de patients, il y a vraiment, chaque jour, il y a toujours des enregistrements des données. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données qui sont enregistrées dans les domaines de la santé chaque jour? Et aussi, euh, il y a aussi de surcharge des radiologues. Dans certains, il y a peu de radiologues et des fois même pour pouvoir interpréter les images médicales, des fois il y a de problèmes qui surgissent comme les erreurs dues à la fatigue, au stress et tout. Et dans certains coins du monde, disons par exemple en Afrique, il y a certains coins où il n'y a pas de radiologues. Il faut vraiment, comment dire, il faut peut-être déplacer d'une ville à l'autre pour pouvoir trouver quelqu'un qui peut interpréter une image médicale. Et c'est là que nous pouvons, les chercheurs ont dit, ce qui explique la raison pour laquelle l'intelligence artificielle peut être intégrée dans ces domaines, parce qu'il y a suffisamment de données disponibles et en développant des modèles performants, ça va assister les docteurs ou bien les professionnels de santé et aussi ça va aider dans de réduire aussi le nombre d'erreurs qui sont rencontrées actuellement dans les domaines. Alors, qui est-ce qui est l'objectif de ces talks? C'est normalement, on va parler de pourquoi l'intelligence artificielle dans les domaines les domaines d'imagerie médicale et quels sont les apports concrets que l'IA et aussi les défis liés à la transparence et pourquoi c'est difficile de traduire
dans la pratique au clinique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui sont développés, mais beaucoup ne sont pas encore implémentés, ne sont pas encore mis en pratique. Oui, et on va voir pourquoi il y a encore ces gaps. Alors, pour juste une introduction, moi de même, je suis pas du domaine, mais au moins, on est en train de parler de l'imagerie médicale, de l'analyse médicale. Qu'est-ce que c'est exactement? Les, Quand on parle de l'analyse médicale, ici, on voit juste, c'est juste l'ensemble d'examens ou bien l'analyse de données cliniques, que ce soit biologique ou imagerie, qui sont destinés à proposer un diagnostic, faire une euh, évolution d'une pathologie ou guider un traitement. Donc, et en ce qui concerne les analyses de médicales, il y en a plusieurs types. Il y a les analyses biologiques, là où on se concentre que sur peut-être les tests sur les sangs, les urines. Il y a aussi les analyses sur les données cliniques. Là, on se concentre sur les données de patients. Et il y a aussi l'imagerie médicale qui est l'imagerie médicale qui est plus basée sur la radio, tout ce qui concerne les images, la radiologie, l'échographie, les scanners et etc. Alors, quand on parle de l'analyse médicale est tellement vaste, mais nous allons nous focaliser sur l'imagerie médicale. En ce qui concerne l'imagerie médicale, c'est juste l'ensemble des techniques permettant de visualiser les structures internes du corps. On veut détecter les anomalies ou bien surveiller l'évolution de certaines pathologies. Alors, il y en a plusieurs techniques et ça dépend de maladies de patients. Et il y a celles-là il y a les rayons X qui sont plus demandés dans les cas de maladies pulmonaires. Il y a les scanners, il y a l'imagerie par résonance magnétique, il y a l'échographie état sonore, par exemple, pour voir l'évolution, les organes internes du corps humain. Il y a les TEP qu'on appelle les tomographies par émission de position. Et tout ça là, dans chaque domaine, il y a vraiment une grande quantité de données qui peuvent normalement être utilisées pour détecter les maladies les plus tôt possible, pour euh, faire des segmentations et être en mesure peut-être être en mesure d'identifier même le maladie plus précocement avant que ça puisse arriver à la stade, à la phase métastase, oui, disons, à la phase métastase. Alors, quand on demande les examens médicaux chez un patient, c'est juste qu'on va avoir plus capturé avoir un peu plus de précision sur les organes, voir leur évolution, voir comment leur volume ou la position et pour être en mesure aussi de détailler certaines structures sur le fonctionnement et avoir un diagnostic plus rapide et adapté au patient. C'est la raison pour laquelle souvent on demande ce genre d'examen médical. Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous entendons toujours parler de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas aller trop en détail, mais au moins donner l'aperçu général et comme ça va nous permettre de se familiariser un peu avec certains thèmes que je vais utiliser vers la fin. Alors, en ce qui concerne, quand on parle de l'intelligence artificielle ici, on voit juste entraîner, comment dire, reproduction de l'intelligence humaine sur de machines pour pouvoir imiter les actions, dans l'apprentissage, raisonnement et puis aussi la résolution de problèmes. Alors, on voit avec l'intelligence artificielle de plus des systèmes qui sont capables de résoudre des problèmes, de prendre des décisions aussi, oui, comme l'homme peut le faire. Et avec l'évolution, il y a comment dire, jusque-là, on a encore des l'IA qu'on appelle l'IA faible, parce que ils sont plus, les modèles qu'on entraîne maintenant sont plus spécifiques sur un domaine, comment dire, pour une tâche donnée, qui ne sont pas plus générales. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore de modèles qui peuvent vraiment compétir avec l'homme, mais les chercheurs disent qu'avec le temps, cela peut arriver. Alors,
Alors, en ce qui concerne les domaines de l'IA, il y en a plusieurs, mais je vais juste parler de quelques domaines ici. L'intelligence artificielle, il est global. Alors, il y a plusieurs domaines. On parle, il y a des visions par ordinateur qu'on appelle computer vision, il y a l'apprentissage automatique, il y a les réseaux des neurones, il y a l'IA générative, il y a la robotique, il y a aussi euh, traitement des langages. Tous ces domaines ici ont leurs particularités. Par exemple, quand on parle de vision par ordinateur, c'est le domaine qui est plus spécialisé dans les domaines d'analyse d'images et puis de vidéos. Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui travaille avec les images médicales, par exemple, c'est le domaine de computer vision ou bien vision par ordinateur qui est plus, qui va plus se focaliser parce il utilise les images et ce sont le modèle spécialisé dans les domaines d'image qui va plus l'intéresser. Et nous avons aussi l'apprentissage automatique qui est plus, comment dire, c'est l'ensemble des algorithmes techniques qui permet à l'ordinateur d'apprendre à partir des données. Quand on parle d'apprentissage, il y a plusieurs types d'apprentissage. On voit les apprentissages supervisés, non supervisés et aussi par renforcement. Alors, il y a aussi le domaine des AI génératives. Alors, ici, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les chat GPT. Donc, les réseaux qui sont capables de générer du texte, des images. Donc, ce sont des modèles qu'on appelle les modèles génératifs. Et il y a aussi les réseaux des neurones qui sont juste basés sur les réseaux neuronaux artificiels et qui sont plus adaptés aussi quand on a les données plus complexes et qui demandent plus d'apprentissage. On conseille bien d'utiliser le réseau des neurones. Alors, la question se pose, pourquoi l'IA dans les domaines médicaux? Et la première réponse serait, il y a une explosion des données. Plus d'examens médicaux d'imagerie sont demandés par le patient et ce qui veut qu'il y a une grande quantité de données qui peuvent être utiles pour améliorer le traitement, etc. Et aussi, manque de radiologues. Comme je dis là, il y a ceux-là qui sont stressés, des fois qui n'arrivent pas à bien identifier à l'œil nu certaines maladies ou bien les lésions qui se trouvent dans les images. Alors, avec l'IA, qu'est-ce que cela va faire dans le domaine de l'imagerie? Ça va assister les radiologues, les docteurs et avec l'air assisté et l'air juste aider à la détection précoce de pathologies. Ça peut être qu'en prenant une image, le spécialiste n'est pas à mesure d'identifier ça vraiment à l'œil nu. Alors, en utilisant le modèle d'intelligence artificielle, c'est possible d'identifier un cancer ou bien une pathologie de plus, comment dire, bien avant, donc précocement, et commencer les traitements possibles. Et aussi, il y a aussi automatiser l'analyse d'images médicales. On a plusieurs données, tout ça, alors que s'il y a des modèles d'intelligence artificielle, c'est possible d'analyser plus de données rapidement à moins de temps que si on le fait un par un et qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et il y a aussi là aussi la gestion de grandes bases de données. Maintenant, là, comme je l'ai montré au début, il y a les données sont mixées. Il y a les données des images, il y a les tests, il y a les génomiques et tout ça. Alors qu'en utilisant les modèles d'intelligence artificielle, c'est possible de gérer ce genre de données hétérogènes. Et alors, comment l'IA est utilisée dans les domaines de l'intelligence artificielle et comment dire dans les domaines médicaux? Il y a actuellement l'intelligence artificielle est utilisée de deux manières. La première, c'est l'acquisition et le traitement des images. Donc, aujourd'hui, c'est possible d'accélérer la façon d'acquisition des données. Par exemple, dans les scanners, si on veut, comment dire, on veut faire entrer quelqu'un dans un scanner pour la récolte des données, auparavant, ça prenait plus de temps parce que des fois, ça peut arriver que la personne entre et puis il n'est pas à la bonne position ou bien les images sont floues, etc. Mais avec avec l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est possible parce que même si les données sont prises et comment dire, les images ne sont pas trop claires,
il y a des modèles qui sont en mesure d'ajouter et comment dire, les traitements de données et aussi les modèles qui sont en mesure d'ajouter plus de luminosité et rendre plus les données plus claires. Alors aussi, ça va aussi aider aussi dans la visualisation d'images avec plus de détails et de précision. Et deuxième manière, c'est là où on parle maintenant de l'analyse et l'interprétation des examens médicaux. Ça veut dire que en ayant les images, on est à mesure, avec l'intelligence artificielle, il est possible de d'extraire les informations utiles qui peuvent être, qui peuvent aider dans les diagnostics et aussi suivi médical. Comme vous pouvez le voir avec cet exemple ici, disons qu'on a une image, comment dire, l'image de la tête, disons le cerveau. Et c'est une image, comment dire, prise. Et il y a moyen d'utiliser différents modèles d'intelligence artificielle. On peut faire soit la segmentation, on peut, comment dire, générer, euh, comment dire, faire une augmentation, faire de segmentation, etc. Donc, il y a moyen avec à partir juste d'une image, extraire plusieurs informations qui peuvent aider pour un bon diagnostic et aussi un suivi médical et un traitement spécialisé, aussi personnalisé. Alors, dans les domaines de l'intelligence artificielle, euh, le domaine de l'intelligence artificielle qui est plus utilisé dans les domaines d'imagerie médicale, comme je l'ai dit au début, c'est vision par ordinateur. Pourquoi vision par ordinateur? Parce que c'est le domaine qui est plus spécialisé pour les images et aussi les vidéos. Et aussi parce que c'est, la vision par ordinateur, c'est aussi porté sur le modèle de deep learning ou bien apprentissage profond, qui sont le modèle plus adapté pour les données complexes. Parce que, comment dire, traiter et puis analyser les données médicales n'est pas aussi simple que traiter les images naturelles, par exemple comme l'image d'un chat ou bien d'un chien. Quand on arrive à l'analyse des données médicales, il y a plus, ça demande plus d'apprentissage et plus de techniques pour être à mesure, pour aider le modèle à identifier ce qui existe exactement dans une image. Alors, euh, quelles sont les tâches normalement qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Il y a le premier, il y a comment dire, il y a la détection et aussi la classification d'anomalies. Ici, ça veut dire que on a une image lorsque on entraîne un modèle disons, un modèle deep learning ou bien un modèle de réseau des neurones on est à mesure d'identifier la présence d'une pathologie existante sur l'image. Donc, il y a quand on fait la classification, on veut juste identifier ce qui est dans l'image. Par exemple, on a une image ça c'est l'image, disons, ça c'est l'image de la foie et qui est étiquetée en disant que non, ça c'est la foie à la phase métastase. Alors, on peut entraîner un modèle qui est à mesure de classifier l'image, si elle est, comment dire, si elle est, la foi est métastase ou non. Et l'autre tâche, c'est la segmentation. Quand on parle de la segmentation ici, on voit juste une délimitation précise de la structure ou bien les lésions sur l'image. Et c'est aussi l'un des tâches les plus utilisées dans le domaine médical. Oui, j'ai déjà parlé de la détection ici. Et quand vous voyez, par exemple, le domaine de la détection, on veut identifier par exemple, toutes les lésions, bien des anomalies qui se retrouvent sur l'image. Alors, il y a des modèles qui sont en mesure de faire cela. Et il y a aussi la segmentation qui peut se faire d'une manière sémantique, donc plus générale, et aussi par instance. Donc, ça va un peu plus, un peu en particulier. Et les autres tâches aussi possibles, c'est la reconstruction d'images. Donc, ça veut dire on peut avoir une image qui n'est pas de bonne qualité et l'intelligence artificielle, modèle d'intelligence qui est capable d'améliorer la qualité d'une image et, et avoir la bonne qui peut être utilisée pour la suite. Et aussi l'enregistrement. Donc, il y a aussi
cette idée, comment dire, cette tâche-là, on peut aussi suivre l'évolution d'un patient et en prenant plusieurs images d'un même patient dans plusieurs prises et tout ça. Et il y a aussi qu'on peut faire l'enregistrement de ces images. Et il y a aussi ce qu'on appelle la super résolution. C'est avec avec l'IA générative, aujourd'hui, c'est possible aussi à partir d'une image donnée générer, donc qui n'est pas qui n'est pas de bonne qualité, générer une image qui est plus de bonne résolution, qui est un peu plus détaillée, etc. Et alors, je vais parler des tâches qui sont la classification, segmentation, reconstruction, tout ça. Alors, c'est sur base de quels modèles qui sont utilisés pour pouvoir réaliser toutes les tâches dont je parlais au début. Alors, il y a plusieurs modèles, mais ici, je vais juste citer quelques-uns. Je vais commencer par les réseaux neuronaux. Et donc, c'est illustré ici, les réseaux neuronaux. C'est, les réseaux neuronaux, normalement, c'est comme une imitation de l'intelligence, comment dire, des neurones, comment dire, neurones, oui. On veut imiter juste comment est-ce que un humain, euh, comment dire, réfléchit. Ce qui fait qu'avec les réseaux des neurones, on a le, les neurones qui sont juste connectés, etc. Et l'idée est d'apprendre. Donc, en donnant, par exemple, en donnant une image donnée, avec une image donnée, on est à mesure d'entraîner un modèle de réseau de neurones qui est capable, par exemple, dans le cas de classification, de classifier exactement ce qui se trouve dans l'image donnée. Et l'autre type de réseau de neurones qui est de modèle utilisé, ce sont des réseaux de neurones convolutifs. Alors, les réseaux de neurones convolutifs sont plus aussi, ce sont les modèles même plus adaptés pour les images parce que si on utilise les opérations convolutives pour pouvoir extraire les informations, donc, disons les features, les attributs les plus importants qui classifient une image donnée. Et à part les réseaux de neurones et puis les réseaux convolutifs, il y a aussi, comment dire, le, comment dire, les UNets. Les UNets, c'est aussi un modèle, mais qui est plus spécialisé dans le domaine de la segmentation. Donc, les UNets, c'est juste un modèle c'est juste une combinaison, comment dire, combinaison de plus de plus de modèles réseaux convolutifs euh, hum, qui sont mis ensemble et qui font de sorte qu'ils sont en train à partir d'une image donnée, on fait des opérations convolutives jusqu'à réduire la dimension de l'image, extraire les informations les plus importantes et être à mesure de reconstruire et identifier euh, comment dire, segmenter une image, par exemple. Et il y a aussi le Vision Transformer. Ce sont les modèles maintenant qui sont basés sur les transformers. Les transformers ici, ce sont des modèles euh, qui prennent, donc ils sont plus, comment dire, ils prennent une image donnée, ils l'identifient, peut-être, comment dire, en donnant une image, ils les divisent en petites parties, comme vous pouvez le voir, c'est comme on appelle les patchs, et être en mesure aussi de donner plus d'attention sur les parties les plus importantes et les identifier à la fin. Donc, ce sont les modèles utilisés. Il y a aussi des modèles hybrides qui sont comment dire, on peut aussi, il y a des modèles les gens qui maintenant qui mélangent les modèles réseaux neuronaux convolutifs, ils mélangent avec les transformers, etc. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés euh, pour réaliser plusieurs différentes tâches que j'ai identifiées ici. Donc, ça veut dire quelqu'un qui fait, peut-être il veut classifier une maladie donnée. Il peut se dire que non, ok, il va utiliser par exemple les réseaux convolutifs et aussi peut-être l'autre il se dit que non, il va utiliser les transformers. Donc oui, et en voyant aussi la performance, par exemple, quand on compare les modèles convolutifs avec les transformers sont plus
performants que les modèles convolutifs parce ils sont récents et il y a eu plus de, comment dire, plus d'improvement par rapport à ce qui existait avant. Donc, donc ici, là, c'est pas une liste. Donc, il y a plusieurs modèles, mais je me suis juste décidé de plus parler des modèles qui sont les plus utilisés que les autres. Alors, il y a aussi même les auto-encodeurs qu'on appelle les encoders et tout ça, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs modèles qui peuvent être utilisés dans les domaines médicaux. Alors, quelles sont les avancées dans les domaines? Aujourd'hui, il y a la possibilité de classifier les images pathologiques, etc. Et ça, ça fait partie de l'un de, comment dire, disons, mon domaine de recherche où je travaille avec les pathologies pulmonaires où au moment, je cherche des modèles plus performants qui peuvent, comment dire, classifier le, les pathologies. Mais je ne le fais pas dans les domaines, comment dire, dans les cas les plus simples où bien on a une image qui a, par exemple, une image qui a juste une pathologie, mais le cas où on a une image qui a plus de pathologies et être en mesure d'identifier le plus, euh, comment dire, comment dire, celui qui a plus de probabilités, etc. Donc, c'est ça, je travaille un peu dans ces domaines ici et je vais ajouter encore la suite, ce que je fais de plus dans le domaine des recherches. Et il y a aussi la détection automatisée. Il y a des modèles maintenant qui sont performants et oui, selon mes recherches, on dit de ChexNet, Lunit et tout ça, ce sont des modèles déjà qui sont capables d'identifier et de détecter les nodules pulmonaires sur les radiographies. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir comment, une image pulmonaire comme ça et des modèles qui sont à mesure d'identifier, comment dire, de détecter les nodules qui se trouvent sur l'image. Et dans le domaine aussi, oui, pour le cancer, oui, il y a aussi des modèles. Il y a Google Health qui a développé un modèle performant. Il y a ICAD qui ont des modèles plus avancés qui sont capables d'identifier le cancer des seins à partir de la mammographie. Et lors de Covid aussi, il y a eu beaucoup de modèles qui ont été développés pour détecter le Covid sur les, comment dire, les bronches respiratoires. C'est un mot médical. Donc, aussi, il y a aussi comment dire, la segmentation d'images qui sur les images, comment dire, sur les images IRM. Donc, quand on a sur les IRM cérébral, tout ça là, identifier les tumeurs et tout ça, il y a des modèles plus avancés dans les domaines qui sont capables d'identifier, les tumeurs dans les cerveaux. Et il y a un challenge aussi, comment dire, un challenge Braties les gens étaient à mesure de proposer des modèles plus performants qui pouvaient détecter même, les tumeurs cérébrales. Et il y a aussi le suivi longitudinal qui se fait euh, on prend on suit l'évolution d'une maladie sur un patient euh, peut-être pas longueur d'une année ou bien 5 ans et voir comment est-ce que la maladie évolue. Et il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans ça. Alors, une chose que je peux juste euh, comment dire, quelque chose que je peux ajouter de plus, c'est que lorsqu'on travaille dans les domaines quand tu fais l'intelligence, tu travailles dans les domaines médicaux, vous voyez qu'il y a plusieurs types de données. Il y a les X-ray, il y a les mammographies, il y a le IRM, il y a les CT scans. Alors que quand quelqu'un fait la recherche, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui peut comment dire, travailler sur tous ces types de données. Donc, il y a celles-là qui se spécialisent uniquement dans les images IRM, il y a celles-là qui travaillent avec les CT scans, il y a celles-là qui travaillent avec les X-rays, comme moi, par exemple. Donc, ce sont de domaines, et oui, ce sont de domaines qui sont vraiment un peu, oui, parce que la façon dont on analyse les données,
IRM est différente de ce qu'on fait avec les données CT scan, etc. Donc, euh, quand il s'agit de la spécialisation, chaque personne choisit au moins un domaine, oui, le domaine qui l'intéresse le plus. Et aussi, même en faisant, oui, il y a celles-là qui font les tâches aussi il y a celles-là qui se spécialisent dans le domaine des classifications, et ceux-là qui font segmentation, ceux-là qui sont dans quoi, suivi longitudinal, etc. Donc, tout ça là, ce sont des domaines de recherche, ce qui veut dire que le domaine d'imagerie avec l'IA est vraiment vaste. Il y a vraiment beaucoup à faire et on a encore besoin de gens qui peuvent vraiment avancer ces domaines. Alors, si on veut avancer maintenant pour demander comment est-ce qu'il y a eu des modèles, parce que actuellement, il y a eu plusieurs modèles qui ont été proposés déjà dans la recherche, des articles publiés, etc. Alors, l'intégration dans les domaines cliniques, qui bloque, qu'est-ce qui est difficile que même jusqu'alors, le- les modèles sont là développés, mais ne sont pas vraiment utilisés et comment dire, utilisés dans les hôpitaux. La première des choses, c'est d'abord les problèmes liés aux données, dans le sens que il y a des fois le modèle sont entraînés sur des données limitées ou bien qui sont pas vraiment représentatives, qui sont juste spécialisées pour une population donnée ou bien pour certains patients. Ce qui fait que les modèles ne sont pas généraux. Ça veut dire que les modèles peut-être a été entraînés sur par exemple pour les Européens, les Occidentaux, et ce genre de modèle qui a été entraîné là, si on l'amène au Congo, ça ne va pas marcher. Donc, il y a encore un problème de représentation, ce qui fait que les modèles ne sont pas vraiment encore utilisés dans, dans beaucoup ne sont pas encore vraiment utilisés. Il y a aussi le deuxième point qui est manque d'interprétabilité. Comme vous voyez jusque-là, les modèles que j'ai présentés, ça donne juste, oui, ce sont des images qui classifient, qui disent, OK, l'image et ceci. Alors que il y a le problème de manque d'explication au clinicien. Tu vas lui dire que mon modèle me dit que cette image ici, par exemple, les patients souffrent de la pneumonie. Alors, c'est sur base de quoi que cela a été, comment dire, classifié. Donc, il y a aussi, comment dire, le why, le pourquoi qui reste encore, c'est ça même le problème de l'interprétabilité. Manque d'interprétabilité, ça réduit, comment dire, il y a encore, euh, il y a encore des doutes sur le modèle déjà développé. Il y a aussi des problèmes aussi, difficultés d'intégration. Il y a des outils d'AI qui sont plus complexes et tout ça, et les intégrer peut-être dans les hôpitaux, il faut aussi qu'on puisse d'abord entrer, comment dire, que les professionnels de santé puissent suivre aussi des formations pour être en mesure de les manipuler. Et il y a aussi les contraintes réglementaires et éthiques, besoin d'approbation, respect des confidentialités, sécurité des données. Les données de gens, de patients que vous prenez, est-ce que vous respectez leur vie privée? Est-ce que, oui, donc tout ça sont des questions qui se posent. C'est ce qui fait que non, tant que tout ça n'est pas encore vraiment, c'est ce qui fait que les modèles, beaucoup ne sont pas encore déployés dans les domaines médicaux. Et il y a aussi manque de validation clinique. Il y a, par exemple, il y a encore de médecins comment dire, qui jusque-là, qui ne croient pas que l'intelligence artificielle est en mesure de donner, comment dire, des diagnostics aussi, comment dire, corrects. Donc, il y a aussi ces problèmes-là qui surgit. Alors, en ce qui concerne, oui, comment dire, il y a plusieurs points, mais en ce qui concerne, comment dire, je vais parler un peu d'un domaine de manque, de l'interprétabilité, qui est même mon domaine de recherche. Donc, au moment où on se pose la question, tu as entraîné ton modèle qui a donné une prédiction. Alors, il faut aussi être en mesure de donner le pourquoi le modèle. Donc, sur base de quoi ton modèle a prédit ou bien a classifié ou bien a segmenté une lésion comme ça, etc. Donc, c'est là où c'est là où c'est dans des domaines que je me spécialise. Et alors, pourquoi l'interprétabilité? Ça va juste, comment dire, aider le médecin comprendre et aussi justifier les recommandations de l'intelligence artificielle. Et aussi
voir aussi, comment dire, favoriser la confiance entre l'IA, les cliniciens et les patients. Tu vas pas venir dire à un patient que non, tu l'as trouvé avec telle maladie, mais tu dis pas pourquoi, comme ça là, c'est sur base de quoi. Donc, tout ça là, oui, en intégrant l'interprétabilité, ça serait très important parce que le modèle seront plus, comment dire, il y aura cette confiance-là entre l'intelligence artificielle, les cliniciens et aussi les patients. Le patient lui-même sera convaincu de, du diagnostic, etc. Alors, il y a déjà les domaines, comment dire, les domaines ont existé aussi il y a longtemps et il y a déjà plusieurs méthodes qui sont, comment dire, déjà développées. Il y a le modèle ici qu'on parle des cartes de chaleur, donc on appelle les heat maps. Il y a des modèles comme les GradCam et tout ça là. Ce sont des modèles qui sont capables de d'identifier. Donc, par exemple, si ou avec le premier exemple ici, le modèle d'IA est capable de classifier, par exemple, que cette personne, ce patient ici souffre de l'infusion et il donne aussi, comment dire, il identifie, il ajoute une carte de chaleur qu'on appelle heat map sur donc c'est la place ici qui l'a servi comment dire, de décision pour pouvoir conclure que non, le patient a l'effusion, oui, etc. Donc, ce sont des méthodes qui existent déjà. Mais jusque-là, il y a encore des doutes. Pourquoi il y a il donne que les heatmaps, juste cas de chaleur, il n'y a pas d'explication. Alors, qu'est-ce qui prouve que le, il n'y a pas aussi d'explications, comment dire, du genre humain qui sont vraiment trop concrets pour, par exemple, pour un clinicien comment dire, de comprendre. Parce qu'ici, c'est juste, comment dire, les heatmaps qui sont juste, comment dire, qui sont donnés. Alors, c'est là que vient le modèle à base des concepts. Donc, c'est là même que je suis en train de travailler sur le concept qu'on appelle le concept-based method. Ici, l'idée, c'est quoi? On ne va pas juste s'y limiter, par exemple, à une image, mais on associe aussi les tests humains. Donc, ça veut dire que je viens te dire que tu as la pneumonie, c'est parce que, par exemple, le côté gauche du truc est gonflé, il y a la présence de ceci dans l'image, etc. Donc, c'est des domaines ici, là. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas normalement, on ne travaille pas seulement avec les images, mais on associe aussi les tests humains. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec les données euh, qui sont, comment dire, qui contiennent aussi des explications sur les maladies. Ça veut dire que à la fin, quand on fait des prédictions, on est aussi à mesure de donner des explications qui sont plus humaines que un médecin ou bien un patient est en mesure de comprendre et de juger si c'est bon ou pas. Donc, c'est dans ces domaines ici, exact, oui, que je suis en train de travailler. Donc, je ne me limite pas à juste classifier une image que non, une image en disant que telle personne a une pneumonie, mais je donne aussi le raison pour lequel il faut le faire. Et quand on arrive à ces modèles, les modèles comme ça sont des modèles qui demandent plus d'être plus entraînés. On utilise des modèles plus performants comme les transformers qui sont en mesure d'identifier les images en même temps combiné avec les tests qu'on appelle les modèles Visual Language Model qui combinent les tests avec les images. Et il y a aussi un autre type qui est de type de modèle on appelle aussi des modèles, des prototypes. Ici aussi, c'est presque la même idée et c'est la même idée avec les quoi, modèles de base des concepts. Mais ici, on laisse le modèle, le modèle d'intelligence d'apprendre de lui-même à partir de l'image. Il découvre le point qui donne la différence et qui vont l'aider à prendre la décision et etc. Donc, et oui, à part ça, ça, ce n'est pas tout. Et il y a encore d'autres modèles que je n'ai pas, comment dire, que je n'ai pas identifiés ici et que je n'ai pas cités, mais qui existent aussi. Mais ça sont les modèles de base. Alors ça fait partie de quelques exemples, oui, ici, là, oui, illustratifs en ce qui concerne les cas de concept des modèles de base à concepts. Donc, on donne, par exemple, on classifie, en même temps, il y a on donne la probabilité de chaque information sur les explications sur la décision. Alors, il y a déjà eu plusieurs, comment dire,
articles qui ont été déjà publiés et ça, c'est juste l'exemple d'un article qu'on avait travaillé, qu'on avait publié en 2024. On a travaillé sur maladie. Donc, on voulait juste, ce sont comment dire, les sangs ou les parasites, au fait, on voulait juste identifier si les sangs sont infectés ou non. Et on avait utilisé aussi le modèle des GradCam. Par exemple, on a utilisé les deep learning pour, comment dire, les réseaux des neurones pour pouvoir classifier les images. Et à la fin aussi, on avait utilisé des GradCam pour pouvoir, comment dire, identifier les places comment dire, qui ont intervenu dans qui sont donc les places qui ont aidé dans la prise de décision. Donc, c'est aussi un article qu'on a publié en 2024. Alors, pour conclure, je je peux dire, en conclusion, je vais dire que l'intelligence artificielle en imagerie offre des potentiels considérables. Il y a vraiment de l'avantage, que ce soit pour le patient lui-même et aussi pour le professionnel de santé. Et en ce qui concerne le patient, on a parlé de scannage plus rapide et pour comment dire, avoir des images de qualité qui vont aider dans un diagnostic plus précis et puis un suivi médical plus personnalisé. Et en ce qui concerne les professionnels de santé, on voit, oui, le modèle, l'intelligence artificielle à mesure d'analyser l'énorme volume de données en temps, oui, en temps réel, en temps continu, etc. Et aussi, ça va aider aussi dans le cas de réduction du stress parce que ils sont assistés par les modèles et des modèles d'intelligence artificielle qui vont leur aider aussi dans leur prise de décision et ça va réduire les taux d'erreur et être plus efficace, etc. Oui. Et à part ça, il y a aussi cette nécessité-là d'un développement responsable parce que l'imagerie, c'est un domaine médical qui implique la vie humaine. Donc, ça veut dire que les développements des modèles doivent être responsables, être en mesure de, donc, il faut vraiment à la fin, après avoir entraîné les modèles, analyser vraiment pour voir vraiment qu'il n'y aura pas de conséquences sur la vie humaine parce que tu veux pas aller commencer à faire des diagnostics qui ne sont pas corrects. Ça va impacter la vie du patient et ça va peut-être lui coûter même la vie. Et aussi, il y a aussi, oui, domaine médical, c'est le domaine médical et pour les gens qui travaillent, qui font de la recherche comme nous, qui ne sont pas du domaine, on a besoin d'une collaboration avec les cliniciens pour pouvoir être en mesure de collaborer et valider les réponses ou bien les prédictions et comment dire, les outputs donnés par les modèles avant d'être déployés et être utilisés dans les hôpitaux et puis euh, pour les diagnostics de patients. Alors, ceci dit, merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci. Bonjour. Oui, oui, on a aussi son des références. Oui. Oui. Je suis joueur de Nintendo. Je vais vous avez dit à ce qu'il y avait que les familles la santé, et vous apportez votre expertise dans le domaine médical. Oui, Mesdames et messieurs, dans le cadre des différentes, j'ai observé que l'intelligence artificielle apporte plus de la matière de l'imagerie médicale. Est-ce qu'il existe aussi à la date d'aujourd'hui l'apport de l'intelligence artificielle dans les autres domaines psychologiques, par exemple, dans les métiers dans le laboratoire? Tout ce que nous faisons, les essais du sang, le laboratoire, tout ce qu'on peut faire. Parce que la première question, la deuxième, dans toute l'université,
savoir que lorsque l'intelligence artificielle, il peut y avoir des erreurs de diagnostic, des erreurs médicales. Et on a interprétation qui n'était pas appropriée au diagnostic qu'on a appliqué. Dans ce cas, qui sera responsable lorsqu'il y a une erreur de diagnostic? Est-ce le médecin ou est-ce que le médecin qui utilise l'outil de surveillance artificielle ou le développeur qui a proposé cette solution de l'intelligence artificielle? Je voulais un peu savoir, et vous terminer, je termine peut-être par une information que nous avons suivie en 2025. La Chine a développé le tout premier hôpital IA, comme vous êtes au courant, avec des médecins IA, notamment ils sont 14, des médecins qui sont formés et quasiment des grandes spécialités du bébé. La radiographie, et ils sont assistés par 4 infirmières, ils ont des infirmiers. Et à partir de ces 4 plus 14, hein, ils sont capables de tout faire et de traiter jusqu'à 3000 malades par jour. Et donc la question que je voulais vous poser là-dessus, connaissez-vous en Afrique des hôpitaux qui ne sont pas peut-être 100% IA, des services suffisamment avancés en IA? Et si alors vous pouvez vous citer, peut-être aussi tout autour de nous, en République qui a dans les classes. J'en connais moi. Je, je pense que je peux d'abord répondre avant d'oublier. Oui, en ce qui concerne, oui, en ce qui concerne la première question, vous voulez savoir si euh, quoi l'IA est juste utilisé pour les images médicales ou bien il peut être aussi utilisé dans d'autres domaines médicaux, comme par exemple dans les laboratoires, etc. Oui, je vais dire oui. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines de la santé. Non, c'est pas seulement l'imagerie. Donc, je me suis juste, comme j'avais dit au début, qu'il y a plusieurs analyses, il y a les urines, les sangs, etc. Alors que dans des domaines par exemple, de laboratoire, comme je parlais euh, oui, domaine des laboratoires, il y a aussi l'intelligence artificielle est utilisée parce que dans les laboratoires aussi, on prélève du sang. On peut aussi prendre des petites images, des images du sang pour, par exemple, comment dire, classifier si les images sont infectées et comment dire, les sangs est infecté, tout ça là. Il y a aussi possibilité d'avoir des images à partir comment dire, des images microscopiques et comment dire, à partir du microscope. Et ces images aussi peuvent être utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est ça même le cas ici, la détection cet article ici qu'on avait publié sur la détection de parasites, des parasites de la malaria sur les sangs à partir du microscope. Donc, on était aussi en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir classifier si les sangs étaient infectés ou pas et jusqu'à donner ajouter un peu d'interprétabilité dessus. Donc, c'est possible. Que ce soit même dans d'autres domaines, et comment dire, données de patients, données épidémiologiques, etc. Là, partout où il y a les données, il y a toujours des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés. L'apprentissage automatique, oui, il y a les traitements des tests, tout ça, c'est possible avec l'intelligence artificielle. Oui, pour ma présentation et avec les temps, je me suis limitée juste, oui, de parler de l'imagerie. Alors, pour la deuxième question, vous demandez en cas d'erreur,
oui, à cadre horaire de quoi, de prédiction ou bien disons de diagnostic, à qui la faute? Sera le médecin? Oui. Au fait, pour commencer, dans ma conclusion, je parlais de la collaboration entre le médecin et donc les spécialistes avec les développeurs. Disons, c'est là c'est là qui font des LI. Parce que les déploiements dans les domaines médicaux, c'est quelque chose de très crucial parce que en cas d'erreur, perte de vie, tout ça là, ça engage beaucoup ça engage beaucoup de choses et aussi les problèmes d'éthique et de respect de vie humaine. Alors, c'est toujours conseillé. Tout le modèle, ils doivent être passés par, lorsque le modèle est entraîné, il est déployé, on passe d'abord par la phase de test. Ça veut dire qu'on va tester le modèle sur plusieurs données pour pouvoir si le modèle est plus généralisé, comment dire, comment dire, est général. Donc, il peut généraliser sur différents types de données. Et là, lorsque c'est fait, on passe au moment de, comment dire, d'essai, où on va prendre peut-être deux, trois personnes, on va d'abord tester et jusqu'à ce que, et la fin, pour pouvoir déployer, ça demande juste la confirmation des experts qu'ils ont testé le modèle sur plusieurs données dans différents, comment dire, sous différents angles. Et à la fin, ils se disent vraiment que le modèle est performant et là, ils peuvent, comment dire, le déployer. Donc, parce qu'en cas d'erreur, là, ça va d'abord, directement, ça va d'abord affecter le médecin parce que c'est le médecin qui a approuvé le diagnostic et l'a donné au patient. Et aussi, oui, aussi les développeurs ou bien comment dire, la compagnie qui développe des modèles aura aussi de problèmes. Donc, vraiment truc partagé entre les développeurs et aussi le médecin, oui, en même temps. Pour la troisième question sur oui, la Chine est en train d'évoluer avec l'intelligence artificielle. Au niveau de l'Afrique, je n'ai pas assez d'informations qu'il y a vraiment déjà un hôpital qui utilise qui est vraiment plus avancé dans les domaines d'intelligence artificielle. Je n'ai pas assez d'informations sur ça. Et oui, moi, je pourrais dire juste que ça serait possible avec l'État, mais nous avons encore beaucoup à faire parce que il y a d'abord le problème des données qui ne sont pas encore digitales dans plusieurs pays d'Afrique. Et lorsque nous avons assez de données digitalisées qui peuvent aider parce que l'entraînement demande suffisamment de données. Et si nous avons des données et puis qui sont plus représentatives et tout, oui, ça serait possible. Mais pour le moment, je n'ai pas d'informations s'il y a déjà euh, un pays africain qui est plus avancé dans des domaines médicaux. Ouais. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. C'est- Ok, Hmm. maintenant, on va arriver là, et on va prochaine pour la merci beaucoup, merci pour le temps, je suis très très occupé, et merci beaucoup pour la question. Oui, merci. Merci.